Bonjour à toutes et à tous, David Barouche, je suis rédacteur en chef aux Échos. Ravi de vous accueillir chez nous, aux Échos, en partenariat avec France Info, notre partenaire pour cette quatrième édition de Médias en scène. Vous le verrez, le programme est d'une richesse absolument incroyable, avec du direct sur scène, du streaming dans des studios chez nous et chez nos amis de France Info. L'idée, c'est de parler des médias d'aujourd'hui, de cette révolution en cours, et puis des médias de demain. Alors moi j'ai un retour musical là avec le petit direct. Le son sur ma tablette, la tablette qui me permettra de recevoir des questions si vous en avez, que vous pouvez envoyer via les réseaux sociaux et que je recevrai sur cette tablette. Oui, je disais un programme très terrible. Juste quelques mots d'introduction peut-être pour lancer cette quatrième édition. Je trouvais que paradoxalement, en cette période de pandémie où finalement quand même on a tous eu un petit peu le blues, on a eu à la fois une crise sanitaire et même si la crise économique a été globalement évitée, les médias sont paradoxalement plutôt optimistes. Ça peut paraître un petit peu dingue, hein, mais en fait on va plutôt bien, pas seulement parce qu'il y a eu un prix Nobel d'économie qui récompensait des journalistes la semaine dernière. D'ailleurs, une des journalistes récompensées sera cet après-midi interviewée par un de nos collègues de France Info, mais aussi parce que forcément aujourd'hui aux Échos, je vais vous parler d'économie, parce que sur l'aspect économique, finalement les médias vont un peu mieux que ce qu'on pourrait croire. Ça peut paraître un peu contre-intuitif parce que pendant des années, la transformation technologique a fragilisé notre métier. La publicité s'est globalement effondrée, les petites annonces, tout ça est parti chez nos amis des GAFA. Et pendant la crise conjoncturelle du Covid, la crise publicitaire s'est aggravée. Les salons, qui sont des activités de diversification très importantes pour nous, se sont aussi arrêtés. Les cinémas ont été fermés. Les tournages se sont ralentis. Mais en fait, paradoxalement, si on revient un petit peu en arrière, si on regarde les années passées, on peut se dire qu'on a le sentiment qu'on va ressortir peut-être plus fort de cette crise. La première raison, c'est que la crise a démontré que dans une période où les gens avaient besoin d'informations, ils avaient besoin d'informations fiables. Ils avaient aussi besoin de divertissement de qualité. Et il y a eu ce qu'en anglais on appelle une forme de flight to quality. Et les Échos, Le Parisien, Radio France, les chaînes de télé, mais aussi Netflix en ont tous un petit peu profité. Et ça, c'est une raison d'être optimiste. La deuxième chose qui me rend moi optimiste aujourd'hui, c'est qu'il y a encore 3-4 ans, on avait l'impression que les seuls médias qui avaient réussi leur transition digitale, c'était Deezer et Spotify. C'était les premiers à s'être pris dans la figure le tsunami digital. Et aujourd'hui, on voit bien dans la télévision avec le replay, mais aussi dans la presse avec les abonnements et avec les nouvelles stratégies digitales, qu'il est en train de se passer quelque chose. J'ai interviewé pour Médias en scène le patron d'Axios, qui est une des startups américaines qui se développe très très rapidement, avec des nouveaux concepts d'information spécialement tournés vers les usages de qualité, mais sur mobile. Et on voit bien qu'il y a de l'innovation et que même la bourse commence à s'en rendre compte. Cette année, on a eu l'introduction en bourse d'Universal. C'était une des plus grosses IPO en Europe depuis des années et des années. Donc la musique, qui était un secteur condamné il n'y a finalement pas si peu de temps, est aujourd'hui un secteur encensé en bourse. Et même si ce n'est pas une opération boursière, Politico, qui est un site qui a été créé en 2006 aux États-Unis dans le scepticisme général, puisqu'il faisait le pari de la presse à un moment où la presse était déjà sur le déclin, a été racheté pour plusieurs centaines de millions de dollars par un autre groupe de presse, un groupe de presse allemand qui s'appelle Axel Springer, et qui lui aussi prouve qu'on peut investir, non pas forcément à fond perdu dans la presse. Je le disais, l'autre chose qui me rend très optimiste, c'est le qualitatif. On voit bien à la fois sur l'information, sur le divertissement, qu'il y a eu de vrais progrès. Et la France tient plutôt bien son rang, même dans l'information, forcément, je ne vais pas me tresser des louanges, mais sur le divertissement, on l'a vu sur Netflix avec une série comme Lupin, on l'a vu sur TF1 avec une série comme HPI. On a des nouveaux contenus qui prennent de la place et qui progressent. Et puis on a des acteurs qui vont bien, Banijay, Endemol, Media One.
tous ces acteurs, vous allez les rencontrer aujourd'hui à l'occasion de Médias en scène, et je vais bientôt commencer à leur passer la parole, car j'ai déjà un petit peu trop parlé. Dernière chose que je voudrais dire, c'est qu'on vit aussi un moment de révolution technologique. Les technologies, on ne s'en rend pas toujours compte au moment où elles sont lancées, mais sur la durée, elles ont un impact absolument énorme. Les médias d'aujourd'hui ont été complètement transformés par l'iPhone, par l'ADSL, par Google, par des moteurs de recherche. Et dans les années qui viennent, en fait, il y a des mots qui aujourd'hui, dont on parle dans des articles, mais qui ne veulent pas encore dire grand-chose au quotidien, qui vont forcément, dans quelques années, avoir un impact très profond, j'en suis sûr, sur les médias. C'est la 5G, c'est la généralisation de la fibre, qui devient le moyen de connexion majoritaire des Français. C'est le DAB+, qui est lancé ce matin sur un axe Paris-Marseille, qui est très important pour Radio Classique, la radio pour laquelle j'ai l'honneur aussi de collaborer. Ça va permettre aux petites radios d'avoir une meilleure couverture et aux grandes radios de mieux accompagner aussi leurs auditeurs. Et puis il y a les constellations de satellites, pareil. Tout ça, ça vient à peine de commencer, ça va à peine commencer. Moi, je suis persuadé que dans les années qui viennent, tout ça contribuera à renouveler et à réinventer les médias. Aujourd'hui, sur cette scène, on va beaucoup parler de réinvention. On va commencer par parler de la réinvention de la presse écrite, papier historique, mais qui est de plus en plus digital. On parlera ensuite de comment est-ce que quand on est un activiste de la transformation avec Emmanuel Faber, qui a quitté Danone il y a 6 mois et qui maintenant se réengage dans des startups via des fonds d'investissement, comment est-ce qu'on peut travailler avec ou parfois avec les médias pour essayer de contribuer à faire changer les choses. On parlera de la réinvention de la publicité, de la réinvention de la télévision gratuite. Et puis on verra un film, et puis à côté de ça, il se passera plein d'autres choses. Donc je vous souhaite une bonne matinée, une bonne journée de débat ici et sur les réseaux sociaux avec nos amis de France Info. J'ai été un peu long, je m'en excuse. Je vais passer maintenant la parole à nos 4 invités que je vous présente rapidement pour parler de la presse de l'innovation dans la presse. Juste à ma gauche, Isabelle de Silva, qui est présidente de l'autorité de la concurrence depuis 2016 et qui terminera son mandat demain et qui a quand même accepté de venir débattre avec nous, et elle a joué un rôle important, et son activité laissera des traces dans des dossiers dont on va parler tout à l'heure, qui sont ceux, par exemple, des droits voisins. Juste à côté d'elle, Pierre Louette, qui est le président directeur général du groupe Les Échos Parisiens depuis 2018. Il a avant travaillé chez Orange, mais il avait déjà mis un premier pied dans la presse à quelques années avant, en étant à la tête de l'AFP. Juste à côté de lui, Jean-Baptiste Gourdin, qui est directeur général des médias et des industries culturelles au ministère de la Culture depuis l'an dernier, et qui lui aussi a travaillé depuis de nombreuses années au sein des industries médias et des industries culturelles. Et puis juste dernier au bout de la table ronde, Pascal Ruffnac, qui lui est rentré chez Bayard il y a 33 ans et qui dirige le groupe maintenant depuis 5 ans. Et on va parler du groupe Bayard, qui est à la fois connu pour un titre de presse d'information qui s'appelle La Croix, et puis toutes les activités, tous les titres jeunesse. Le mot d'ordre, c'est réinventer, se réinventer. Je vais donner la parole en premier à Pierre, qui est un peu chez lui ici, puisqu'il dirige le groupe Les Échos Le Parisien, et qui dirige un groupe qui aussi essaye de se réinventer. Est-ce que tu partages un petit peu l'optimisme qui est le mien, ou est-ce que tu vas commencer tout de suite par me contredire en public ? Je ne me permettrai pas, c'est trop dangereux de contredire David Barrou, qui a bien des façons de s'exprimer en public, justement. D'abord, je voulais te remercier, vous avez tous compris, je pense, ce que c'est que les échos. Quand on entend David, on a une synthèse comme ça, très brillante, en quelques minutes. Il ne nous reste pas grand-chose à dire, au fond, tout a été déjà évoqué. Je voulais vous remercier d'être venus nombreux, je voulais remercier les équipes autour de Corinne Mregen, qui est la présidente de la régie, mais aussi du pôle diversification, nouveau territoire de croissance de notre groupe, d'avoir organisé. C'est la 4e édition. Ça monte en puissance, c'est vraiment un festival qui est devenu un rendez-vous incontournable pour les médias. Donc voilà, je voulais le dire absolument, parce que tout ça ne se fait pas sans effort des uns et des autres, ni sans contribution. Je voulais remercier nos invités qui sont prestigieux, Isabelle en particulier, d'être venue aujourd'hui et nous faire l'honneur de sa présence. On lui est très reconnaissant à plein de points de vue, et également très admiratif de tout ce qu'elle a fait, et je suis sûr de tout ce qu'elle fera dans le futur, dans bien d'autres fonctions éminentes. Voilà. Ceci posé, je vais essayer de répondre à cette question. Moi, j'ai le sentiment qu'on est en pleine mutation, ça fait des années, et que ça n'est encore que le début. Récemment, je le disais à mes équipes, la façon dont on pourrait se décrire de plus en plus, c'est nous sommes des producteurs de contenu
adossés à des distributeurs numériques. Voilà, c'est ça qu'on fait, avec aussi des fonctions qui nous permettent de lever des fonds pour financer toute cette transformation. Mais on a de plus en plus tendance à s'éloigner de la chaîne de valeur du papier, qui était la presse à l'origine. Déjà, on n'a pas de forêt, on n'a plus d'imprimerie pour la plupart d'entre nous. Dans la presse régionale, on est encore propriétaire, pas dans la presse nationale. Et puis donc, on est en train de recruter activement des journalistes et des spécialistes de l'adressage, en fait, de la distribution de contenu. Donc, on est dans l'économie de la qualité des contenus, on est dans l'économie de la relation, on est dans l'économie de l'abonnement. Et à tous ces points de vue-là, on est en concurrence avec une foultitude d'acteurs qu'on ne connaissait pas auparavant. Moi, je le dis souvent aussi aux équipes, quand on est dans l'économie de l'abonnement, on est en concurrence, alors même qu'on est les Échos, le Parisien, qu'on a 112 ans pour certains titres du groupe, on est en concurrence avec Netflix. Combien d'abonnements par mois un foyer français va-t-il souscrire ? Est-ce qu'il y en aura 2, 3, 4, 5, 10 ? Total, Carrefour, maintenant va être aussi dans l'économie d'abonnement. Tout va se gérer par abonnement. Il faut qu'on soit dans les 2 abonnements prioritaires en termes de médias de nos clients. Donc il faut qu'on apprenne à gérer et qu'on élève notre niveau de jeu en fait pour que dans la gestion de la relation, on soit aussi bon que ceux dont c'est le métier premier au fond et ceux qui sont nés dans cette économie de la relation. Donc on se transforme comme ça activement, mais ce qui me donne beaucoup de confiance pour répondre peut-être plus directement à ta question et ne pas te détromper, c'est que véritablement, on est en train de remporter des premiers succès qui nous font confiance. Les Échos est un journal auquel on est tous particulièrement attachés, et toi singulièrement, mon cher David. Ça fait 10 ans que la diffusion augmente, 10 ans que le nombre de lecteurs augmente. C'est pas mal, 10 ans d'affilée, quoi. On est en train de révéler ça peu à peu. Les équipes en sont extrêmement, extrêmement fières. 10 ans de progression continue, c'est bien. Ça veut dire que quand on produit des contenus de qualité avec des bons spécialistes dans chaque domaine et des éditorialistes et des gens capables d'animer le débat d'idées et d'opinions, on progresse. Du côté du Parisien, le nombre d'abonnés digitaux, c'est x8 en 3 ans. Donc, on partait de pas grand-chose, il faut dire aussi. Donc c'est vrai que les multiplications sont plus faciles, mais on est en train d'essayer de craquer ce modèle qui est comment est-on un journal généraliste tout public et pas très engagé dans un monde dominé par Internet, sa segmentation, ses algorithmes qui favorisent l'engagement et qui favorisent la spécialisation. C'est un modèle à inventer, quoi. Donc voilà, réinventer, reformuler, mais rester fort sur en fait 3 fondamentaux qui sont la rédaction, la relation et la réaction. Je ne dis pas simplement parce que c'est euphonique, mais rédaction, relation, réaction, c'est ça qu'on veut faire, des contenus de qualité, une relation de qualité et quelque chose qui provoque l'intérêt, qui provoque l'envie. Jadis, un patron de rédaction du Parisien disait on ne doit pas sortir indemne de la lecture du Parisien. Il faut qu'il se passe quelque chose, il faut qu'on ait appris quelque chose, qu'on ait été surpris, choqué, intéressé, amusé, distrait, informé. Voilà, c'est tout ce qu'on fait. Et peut-être pour conclure ce propos liminaire, notre mission d'information politique générale n'a jamais été aussi importante. Alors ça fait peut-être 2000 ans qu'on le dit, mais c'est particulièrement vrai, je trouve, maintenant. On a d'ailleurs l'appui des autorités de régulation de l'État aussi qui s'impliquent fortement et avec talent pour nous aider, mais c'est particulièrement important pour une raison que j'ai toujours en tête, c'est une étude de sciences politiques qui a démontré qu'aux États-Unis, dans les cantons, dans les comtés dans lesquels les journaux locaux avaient disparu, la propension à aller voter avait beaucoup baissé. C'est-à-dire que quand on est moins lecteur de journaux, on va moins participer au débat démocratique. Or, ce débat démocratique, on en a grandement besoin et il faut qu'il soit alimenté par des citoyens et des citoyennes informés. Pascal, deuxième éditeur sur cette table ronde, pareil, sur cette vision un petit peu optimiste que j'ai défendue. Est-ce que vous aussi, vous partagez ça, sachant qu'en plus, vous avez la particularité, même si les Échos, le Parisien, ne sont pas un groupe gigantesque, d'être un groupe qui a un titre de presse généraliste seulement. On en a 2, ça ne fait pas une différence majeure, mais ça fait 2 fois plus. Est-ce qu'on peut aussi réussir quand on est d'une certaine manière un peu plus petit dans ce monde où on a l'impression que de plus en plus ce sont des géants qui occupent le terrain? D'abord, merci. Nous avons plus d'un titre de presse généraliste, parce qu'en jeunesse, il y a aussi des titres IPG. Voilà, mais on oublie souvent la jeunesse quand on parle de presse. D'abord, le même constat que Pierre, c'est-à-dire que depuis 10 ans, en tout cas 5 ans, les diffusions sont en forte croissance. Nous, on a 3,5 millions d'abonnés. Et le premier constat, c'est que dans le rapport à ces abonnés comme clients, les plateformes nous ont mis des standards extrêmement élevés. Et donc, on ne peut pas ne pas suivre ces standards, même dans la qualité de la relation technique, commerciale, etc. La deuxième chose, c'est que d'abord, merci à la régulation,
qui fait un travail fantastique, mais au fond qui dit tout ne se vaut pas, tous les contenus ne se valent pas, et il y a peut-être des contenus qui relèvent d'un bien commun, l'information, l'éducation, qui ne peuvent pas se traiter comme les autres et qui demandent une régulation accrue. Et ça, je pense que c'est très important dans la prise de conscience par l'ensemble des citoyens. Alors, c'est pas, encore une fois, c'est pas gagné, mais qu'il y a quelque chose de particulier dans ces contenus. Pierre l'a dit, qui construisent évidemment la démocratie et qui permettent qu'on continue à vivre ensemble. Nous, on a toujours associé information et éducation, ou en tout cas information et pédagogie, qui est vraiment ce qui nous caractérise, et d'essayer toujours de faire que, voilà, on insiste aussi bien sur, par exemple pour les enfants, au lendemain des attentats, d'être capable de produire un contenu, comment parler des attentats aux enfants, voilà, en digital, qui a été vu par des millions de familles et qui probablement a aidé à la fois d'expliquer ce qui s'était passé, mais aussi d'essayer d'en faire, entre guillemets, pas la pédagogie, mais d'essayer de permettre aux enfants, non pas d'être écrasés par le poids du monde, mais trouver des voies de sortie, des voies de compréhension, et donc des voies pour être plus tard de futurs citoyens. Ce qui a peut-être changé radicalement en 20 ou 30 ans, c'est que l'information, c'était un acte volontaire. Vous alliez vers l'information quand vous aviez 18, 20 ans, etc. Aujourd'hui, c'est un acte involontaire, vous la subissez, vous la recevez à travers les différents canaux, les différentes plateformes où vous êtes. Et c'est très compliqué pour nous parce que on conçoit nos marques, nos titres, grâce aux journalistes, comme des récits du monde, avec leur cohérence, avec leur façon d'informer les choses au sens fort du terme. Et quand vous êtes éparpillé comme ça, quand vous devez adopter des langages qui ne sont pas les vôtres naturellement, la vidéo, l'audio, mais aussi des langages, même des sémantiques, hein, si vous êtes sur TikTok, c'est pas pareil que d'être sur Google ou Facebook. Voilà, vous devez continuer à être crédible et à être incarné, parce qu'on voit aussi que c'est des médias qui incarnent énormément, que ce soit le divertissement ou l'information, qui incarnent énormément. Et donc, pour nous, la question, c'est de construire cette crédibilité et puis de faire que les journalistes, les signatures, parce que c'est quand même de ça que ça part, hein, de cette écriture-là, voilà, que ce soit reconnu comme crédible. Donc il y a tout un travail pour nous, les médias, d'asseoir cette crédibilité, de montrer comment se fabrique l'information, de montrer le coût qu'elle représente, et puis d'être capable aussi de démonter, à côté de ça, c'est l'éducation aux médias qui nous tient très fortement à cœur avec Pierre, d'être capable de démonter comment, comme on l'a vu ces jours-ci avec Facebook, que l'analyse sémantique pousse les contenus les plus clivants, etc., d'être capable de montrer ça, de faire une éducation au code, pas simplement aux conditions de production de l'information, mais même le code, comment ça marche. Si on ne comprend pas ça, je pense qu'on est juste prisonnier aujourd'hui de ce qui vous arrive sur les réseaux. Donc voilà, en tout cas pour nous, c'est de relier fortement cette dimension de pédagogie, d'éducation et d'information. Et alors on s'intéresse particulièrement évidemment aux enfants, comment les emmener vers l'âge de la citoyenneté, aux seniors aussi, hein, qui aujourd'hui ont un temps, 26 ans de vie après la retraite quasiment en moyenne, donc un temps où vous avez de quoi être citoyen de façon différente. Donc comment, avec ce qu'on produit comme information, on peut les aider à ça. Et puis évidemment l'ensemble du public. Le dernier point, c'est que la question de la RSE se pose à nous, alors évidemment à travers ce que nous produisons comme contenu. Hein, alors nous, on est très attentifs à ça, en particulier pour les enfants, mais aussi dans la mise en accord de ce que nous sommes sur ces questions de RSE. Et là, c'est pas facile, c'est compliqué, parce que voilà, nos bilans carbone, on essaye de les réduire. On sait que le digital, tout n'est pas extrêmement clair, mais enfin, que l'inflation des données provoque une augmentation forte du carbone. Donc là, c'est pas simple. Je pense qu'on a aussi un combat ensemble. Voilà. Dernière question avant de passer la parole à Jean-Baptiste et Isabelle sur le côté plutôt régulation et rôle de l'État, à tous les deux, Pierre et Pascal. Est-ce que pour survivre et se développer dans ce monde des médias, il faut aussi être sur une niche, être un petit peu différent, parce que ce soit La Croix ou Les Échos, finalement ce sont des niches de marché dans la presse senior ou enfin, pour les jeunes. Est-ce que c'est ça la clé aussi, hein? D'abord, si tu veux, les seniors, c'est pas une niche. C'est l'avenir dure longtemps. Et comme disait Althusser,
moins pour son épouse, et surtout vers la fin, comme disait Jean-Baptiste Gourdin, que je me permets de citer sur ce point-là aussi. Non, donc c'est vrai qu'on a un lectorat qui est peut-être parfois vieilli, mais qui a beaucoup d'avenir devant lui. Non, le point que tu soulèves, pour moi, là où il est vraiment clé, et il fait le lien avec un autre sujet, je pense que Isabelle et Jean-Baptiste mentionnent, c'est l'algorithmisation en quelque sorte de nos lectures. C'est-à-dire dans le monde des plateformes, on sait que les algorithmes, qui ne sont au fond, Aurélie Jean le dit souvent, que ce qu'on en fait d'eux, c'est-à-dire on injecte des données, des paramètres et puis ça les règle, ils veulent provoquer de l'engagement, parce que l'engagement est la clé du revenu publicitaire. Donc ça, c'est toute la mécanique fondamentale. Elle est d'ailleurs pas au fond condamnable, hein. C'est une mécanique qui est publicitaire, et qui alimente et ces deux grandes entreprises auxquelles je pense, Google et Facebook, en revenu publicitaire extrêmement important. Les deux, c'est quand même pas loin de 30% du total des dépenses publicitaires du monde. Mais par contre, et je rejoins Pascal et je lui laisserai la parole sur ce point-là aussi, par contre, il faut apprendre à décrypter la grammaire des algorithmes. Ça paraît un peu pompeux comme ça, mais il faut, je pense, dans l'éducation aux médias, notamment pour les enfants et les jeunes, dire ce que vous le regardez peut-être pas tout à fait par hasard. La première fois peut-être, et encore on se va proposer des choses, mais ensuite on vous proposera, en bon français, more of the same, quoi. Un peu plus dur que ce que vous avez vu, un peu plus pointu. Toujours pour être dans des niches et des segmentations fines. Nous, on est créateurs de liens. Ce qu'on veut, c'est avoir un lectorat qui soit le plus diversifié possible, parce que d'abord, c'est notre mission, créateur de liens, créateur de sens, et que ce soit partagé, que ça puisse passer de main en main, et pas être réservé à une niche étroite. Bon, c'est difficile de maintenir ça et cette ambition dans un monde dans lequel la technologie, au fond, favorise la niche. C'est terrible parce que c'est notre signature, créateur de liens fertiles. Donc finalement, on a presque la même raison d'être avec les échos. D'abord, les groupes sont le résultat d'une histoire. Donc, les échos, c'est une longue histoire. Nous, c'est 150 ans. C'est vrai qu'on s'est toujours intéressé au moment de passage dans la vie, parce qu'il s'y joue des choses existentielles fortes et qui peuvent, où on peut aider justement à passer ces moments-là. Moi, j'insiste souvent sur la jeunesse, sur l'éducation, parce que je pense que tout ce qui est de l'ordre de la confiance, de la compréhension des choses, d'être capable de croire quelque chose, voilà, ça se construit à ce moment-là. Voilà, il est jamais. Et on sait en plus que c'est là aussi où se jouent les plus fortes inégalités, rien que dans l'acquisition du langage, évidemment. À 5 ans, à Tédé Carmon l'a montré, il y a quelques centaines de mots d'écart entre un enfant de milieu très défavorisé et un enfant de classe moyenne, et donc à partir de là, beaucoup de choses s'enchaînent. Donc si on ne donne pas dès le début ce bagage qui permet d'accéder à l'information, voilà, et si on ne travaille pas pour ça, si on ne plante pas les graines à ce moment-là, ensuite beaucoup de choses sont perdues. Donc ça nous tient à cœur, nous, de permettre ça. Voilà. Et sur les seniors, juste un point, quand on a créé Notre Temps, qui a 1 million d'abonnés, c'était en juin 68, ce qui était assez atypique de créer un journal pour les vieux à ce moment-là. Il y avait 6 ans d'espérance de vie à ce moment-là, avec une population qui arrivait, qui ne savait pas quoi faire simplement de ces 6 ans. On voulait en profiter. Mais voilà, donc éducation à tout, à la santé, à ce qui se passe dans le monde, à comment être utile. 26 ans aujourd'hui. Donc évidemment, ça change complètement le rapport, la vision même de sa propre vie, de ses projections, etc. Et donc pour nous, c'est un boulevard en quelque sorte, parce que c'est aussi comment habiter le monde, comment être citoyen quand vous avez 26 ans devant vous. Voilà, les voyages, c'est bien, mais il y a peut-être aussi d'autres choses, et qui se préparent peut-être même en amont, qui se préparent dès l'âge de 50 ans. Voilà, c'est tout ce qu'on essaye de faire aujourd'hui avec un think tank qui s'appelle le Club Landois, qui réfléchit, qui éduque et qui informe sur tous ces bouleversements qui se passent à partir d'un certain moment dans la vie, où on a envie de la voir autrement. Jean-Baptiste, alors le mot-clé, je l'ai dit aujourd'hui, c'était optimisme. Même si tout va bien, on a quand même le sentiment qu'il y a besoin d'un État qui est régulateur. On en parlera avec Isabelle, mais peut-être aussi un État un peu architecte et pas seulement pompier dans le monde des médias. Est-ce que l'État, selon vous, que vous représentez, a un rôle à jouer pour accompagner ce qui a été défendu par Pierre et Pascal, parce que la presse est acteur du débat démocratique? Bonjour à tous. Si je répondais non à votre question, je pourrais quitter immédiatement le panel. Donc ça ne va pas vous surprendre, je vais répondre oui, en commençant par dire que de la même façon que la presse se réinvente, l'État réinvente en permanence son rôle et la façon de jouer son rôle d'accompagnement du secteur à travers à la fois ses soutiens budgétaires, fiscaux et la régulation dont Isabelle parlera mieux que moi. Ce qui ne change pas, je crois, c'est la raison d'être
première de cette intervention de l'État. Et cette raison d'être, ça a été rappelé, c'est la contribution irremplaçable que la presse, et en particulier la presse d'information, apporte au pluralisme des courants d'expression et donc à la qualité du débat démocratique pour éclairer le jugement du citoyen. Ce rôle, il est, j'insiste pas longuement parce que ça a déjà été dit, il est d'autant plus irremplaçable dans une période de profusion d'informations non sourcées, non hiérarchisées, non contextualisées, parfois non vérifiées, dans un contexte aussi de confusion croissante entre les faits et les opinions, et d'une forme d'hystérisation, il faut bien le dire, du débat public. Dans ce contexte-là, la presse a deux caractéristiques, la presse d'information a deux caractéristiques qui me semblent tout à fait irremplaçables et qui justifient ce soutien de l'État. Alors pardon pour le truisme, mais les deux caractéristiques de la presse, c'est d'abord une information qui est collectée et racontée par des gens dont c'est le métier, des journalistes, et donc selon des normes professionnelles partagées, ces fameuses règles déontologiques. Ça a pu paraître pendant longtemps une évidence, mais il n'y a pas de presse sans journaliste. C'est plus si évident parfois aujourd'hui, et c'est d'ailleurs au cœur des travaux qu'on mène en ce moment autour des conditions de délivrance des agréments et des exigences de traitement éditorial. Et puis la deuxième caractéristique de la presse, c'est, et Pierre en a un peu parlé, le rôle de l'éditeur. Le rôle de l'éditeur dans la sélection, la hiérarchisation, la présentation des contenus. Un éditeur qui non seulement assume la responsabilité civile et pénale de ce qu'il publie, qui engage la crédibilité de sa marque et qui, et je crois que c'est le plus important dans le contexte numérique qu'on évoquait, qui assume une ligne éditoriale explicite. Et sans la déléguer à des algorithmes de prescription et de recommandations opaques dont on ne connaît pas les principes de fonctionnement. Et je crois qu'il n'y a pas, de ce point de vue-là, il ne faut pas opposer plateforme et éditeur. Pierre l'a dit, tout le monde se bat pour la même chose, c'est-à-dire l'engagement et l'attention. Mais ce n'est pas la même chose de le faire sur la base d'algorithmes dont personne ne sait exactement comment ils fonctionnent et qui sont uniquement mus par ce souci de stimuler l'engagement et de capter l'attention, et de le faire avec une ligne éditoriale assumé qui fait que le lecteur sait d'où vous parlez. Et donc peut exercer sa liberté de choix en toute connaissance de cause. Alors, s'agissant des objectifs poursuivis par l'intervention de l'État, on connaît la formule un peu éculée de Gramsci qui définissait la crise comme cette période où le vieux monde se meurt et le nouveau monde n'arrive pas encore à naître. Je crois que de ce point de vue-là, pour faire écho à votre introduction, on est en train de sortir de la crise parce que le nouveau monde, il est en train de naître vraiment. Alors, dans la douleur parfois, mais ce qui caractérise la période actuelle, c'est d'un côté un déclin du papier qui est inéluctable, et ça je crois qu'il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt, et un essor de la diffusion numérique qui peine encore à prendre le relais en termes de chiffre d'affaires, mais qui connaît des évolutions spectaculaires sur les dernières années, avec deux plafonds de verre encore, ou en tout cas deux limites à cet essor. La première, c'est celle du consentement à payer. Dans un contexte où l'information paraît gratuite, quel est le consentement à payer, comment on le génère, et ça veut dire aussi probablement réinventer les façons d'inciter le lecteur à payer, pas seulement uniquement à travers les modes classiques que sont la vente au numéro et l'abonnement. Et puis l'autre plafond de verre, c'est les déséquilibres majeurs du marché de la publicité en ligne, qui font que l'essentiel de la croissance est capté par un duopole, compte tenu de ce qui est bien connu, les effets de réseau propres à l'économie numérique et à l'économie de la donnée en particulier. Alors l'État, dans ce contexte-là, classiquement, il accompagne le déclin du papier en accompagnant la transformation de l'appareil productif, les imprimeries, en réformant les messageries à travers la création récente de France Messagerie, en réformant aussi les aides à la distribution pour inciter le basculement du postage vers le portage. Et puis surtout, ce sur quoi je veux insister, l'État accompagne la transition numérique, à la fois en adaptant ses aides au pluralisme pour qu'elles soient aussi neutres que possible technologiquement, en soutenant les investissements très, très massivement, en particulier ceux qui sont destinés à l'innovation. Et puis en adaptant aussi sa régulation, et là encore sans anticiper sur ce qu'Isabelle pourra dire, je voudrais juste faire un tout petit focus sur une disposition qui est un peu passée inaperçue dans la révision de la loi Bichet, mais qui vise tout simplement, en un mot, à étendre dans l'univers numérique, donc aux kiosques en ligne et aux agrégateurs d'informations, les principes structurants de la loi Bichet
qui prévalait jusqu'ici à l'égard des kiosques papier, des marchands de presse, c'est-à-dire cette neutralité axiologique qui est aujourd'hui respectée dans la presse papier, mais pas du tout, enfin, en tout cas pour laquelle on n'a pas encore aujourd'hui les outils pour la faire respecter dans l'univers numérique. Et puis si j'ai encore une minute, je voudrais terminer pour partager avec vous, puisqu'on n'est pas là seulement pour affirmer les choses de manière péremptoire, mais aussi partager des interrogations. Et je voudrais insister sur trois dilemmes qui irriguent toute l'action de l'État et qui se posent à nous à chaque fois qu'on conçoit des nouveaux dispositifs. Le premier dilemme, c'est la nécessité à la fois pour l'État, pour la puissance publique, d'être au plus près des besoins du secteur et de cibler ces interventions là où il faut, au prix parfois d'une certaine complexité, une sédimentation des dispositifs, et en même temps d'être à bonne distance pour ne pas être suspect d'immixtion dans l'éditorial, ce qui implique donc des critères toujours plus objectifs. Deuxième dilemme, est-ce qu'il faut soutenir les modèles payants ou est-ce qu'il faut soutenir la publicité ? Le payant, c'est quand même la meilleure garantie d'indépendance parce qu'il n'y a pas plus indépendant qu'un titre qui ne dépend que de ses lecteurs. Et en même temps, la publicité, c'est aussi un moyen de réduire le coût d'accès à l'information et donc d'en assurer la diffusion la plus démocratique possible. Donc deuxième dilemme. Et puis le troisième, qui est là aussi classique quand l'État intervient dans un secteur économique, mais en particulier dans le domaine de la presse, c'est un dilemme entre la protection des acteurs installés, en tant qu'ils sont des éléments essentiels du pluralisme, et puis la nécessité de ne pas figer le paysage, mais au contraire d'en accompagner le renouvellement en favorisant l'émergence, l'innovation, la recherche et le développement, l'incubation aussi. On a des dispositifs assez originaux de ce point de vue-là, je crois dont il n'y a pas d'exemple comparable dans les autres États démocratiques. Merci Jean-Baptiste. Alors Isabelle, Jean-Baptiste a évoqué, il a parlé de régulation, il a commencé à parler, même sans trop déflorer le sujet, des GAFA. Votre présidence de l'autorité de la concurrence aura été marquée par une accélération des dossiers GAFA. Vous avez beaucoup agi sur ce secteur-là. Et dans le domaine de la presse en particulier, vous vous êtes emparé du sujet des droits voisins. Peut-être un mot pour dire pourquoi c'est important et pourquoi est-ce que l'autorité de la concurrence a un rôle à jouer dans ce domaine des droits voisins, et au moment où vous allez quitter l'autorité, où est-ce qu'on en est et qu'est-ce qui reste un petit peu à faire sur ce sujet. Je passerai aussi la parole à Pierre ensuite sur ce sujet, puisque en tant que président de l'association des journaux d'information généralistes, il est aussi très acteur sur ce dossier. Merci et bonjour à tous. Ravi d'être là pour ce dernier événement public en tant que président de l'autorité. Je voudrais, avant d'en venir à la question de David Barou, peut-être revenir sur le contexte économique des contenus de presse et les réflexions que cela m'inspire du point de vue de la régulation concurrentielle. Alors, je crois que si on essaie de faire un état des lieux sur ce secteur de la presse, je partirais de trois questions. Quel contenu ? Quelle plateforme et quel modèle économique? Alors, quel contenu tout d'abord? Je crois que la crise économique, mais aussi des événements récents comme ceux qui s'est passé aux États-Unis, a montré que les démocraties sont fragiles et que dans la survie des démocraties, les contenus diffusés, les modalités de diffusion de ces contenus sont essentiels. Il y a quand même eu quelques jours où on s'est demandé si la démocratie américaine allait basculer. Et dans ces moments, ces jours très tendus, la question des informations qui circulaient et des modalités de cette circulation était essentielle. Je crois que c'est un point important. Deuxième exemple, la crise du Covid a montré l'importance de la diffusion des informations, des problématiques de confiance, de fausses informations. Donc je crois que cela remet la presse au premier plan des préoccupations de tout gouvernement. Mais sur le plan des contenus, je crois que la problématique est plus large. On voit bien que dans notre économie numérique, il peut y avoir une forme de lutte pour acquérir des contenus de valeur. On le voit dans le sujet de la musique, les catalogues de musique, les catalogues de films. Pendant quelque temps, les entreprises vendaient leurs catalogues et aujourd'hui, au contraire, les catalogues sont valorisés et il faut tenter de les acquérir, y compris lorsqu'on est un Amazon qui acquiert MGM. Mais la presse, me semble-t-il, sa valeur d'authenticité et d'exactitude a été remise sur le devant de la scène, mais elle est très concurrencée par un autre univers qui est celui des chaînes YouTube, d'Instagram,
Je pense que ça soulève des problématiques très, très importantes et intéressantes pour certains jeunes que nous fréquentons, y compris chez nous. Le contenu, l'information, le divertissement, c'est avant tout sur YouTube, TikTok, Instagram. Et parfois, c'est vraiment par ce biais-là qu'ils s'informent. Donc je crois que ça doit susciter des interrogations, des réflexions. Ça ne veut pas dire qu'il faut singer les uns et les autres, mais je pense qu'aujourd'hui, on est face à une forme d'hybridation des sources d'information et de divertissement qui peut conduire les titres de presse à évoluer et à s'inspirer de ce type d'intervention. On voit aujourd'hui des journaux écrits qui développent des modules vidéo, podcasts, et je trouve que c'est une évolution très intéressante puisqu'il y a finalement une forme d'hybridation des contenus et les frontières traditionnelles ne s'appliquent plus. On voit aussi que la figure du journaliste peut être amenée au-delà de ces papiers écrits, à se diffuser dans d'autres modes vidéo ou autres. Deuxième réflexion, les plateformes. On voit aujourd'hui vraiment un éclatement des modes de diffusion et des plateformes. On l'a vu dans les contenus audiovisuels avec les plateformes OTT qui se sont libérées du poste de télévision. On voit aujourd'hui des radios se diffuser dans des magasins d'applications, des podcasts, et cela crée des nouvelles problématiques. Parce que voilà, on avait avant le titre papier ou le site en ligne de tel ou tel journal. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus divers, diffus. Ça crée des vraies problématiques d'accès à certains supports. Par exemple, si on est exclu de tel ou tel support, ça peut être une question de vie ou de mort pour tel ou tel titre. Et nous verrons demain les transformations que cela implique dans le domaine de l'audiovisuel, par exemple. Alors, troisième question, quel modèle économique ? Pierre Louette a parlé notamment du modèle abonnement. Je crois que c'est un modèle qui est très intéressant pour les titres très établis, par exemple, comme les Échos, et qui s'adressent à des publics experts. On voit aussi d'autres types de modèles économiques qui se développent très fortement. Je pense là encore à YouTube ou à tous ces modèles fondés sur la publicité, la consommation. Alors ça peut être difficile d'en tirer une économie parce qu'il faut consommer beaucoup d'heures vues pour avoir suffisamment de publicité, mais l'un des sujets de demain, c'est est-ce que les jeunes que nous fréquentons demain iront vers l'abonnement ou vers d'autres types de contenus gratuits. On a vu que pour la musique, on a réussi à déclencher ce réflexe de l'abonnement pour Deezer, Spotify ou autres. Est-ce que demain, ça sera le cas pour des supports un peu d'information comme Brut ou autres ? C'est, je pense, une vraie interrogation de modèle et il faut sans doute penser avec la diversité des modèles économiques en tête. Alors, qu'est-ce que tout cela implique pour la régulation ? Je crois qu'en tant qu'autorité de concurrence, nous avons acquis la conviction que nous devions être extrêmement présents sur toutes ces problématiques de plateforme pour bien comprendre leur modèle économique, réguler leur position dominante lorsqu'elles sont constituées et intervenir très fortement lorsqu'il y a un risque d'abus de position dominante. Donc l'exemple des droits voisins est à cet égard assez parlant. Nous avons souhaité, dès l'entrée en vigueur de la loi sur les droits voisins et lorsque nous avons été saisis par toutes les familles des éditeurs de presse et agences de presse, regarder ce dossier d'abord très vite. Je crois qu'il y a une question d'urgence qui s'adresse à tous les régulateurs. Il faut pouvoir apporter des réponses rapides, ce qui est un défi pour nous, mais c'est vraiment l'exigence première que j'ai donnée à mes équipes au cours de ce mandat. Alors, deuxième question, nous avons aujourd'hui des questions juridiques nouvelles. Est-ce que la façon dont une entreprise comme Google appliquait la loi sur les droits voisins pouvait être un abus au regard du droit de la concurrence ? Nous avons considéré que oui, et cette analyse a été ensuite confirmée par la Cour d'appel. Mais je crois que nous aurons demain tout un type de comportement un peu d'un nouveau genre qui peut justifier une intervention de l'autorité de concurrence. Par exemple, une restriction d'accès à une plateforme, une problématique d'interopérabilité. Nous avons été saisis il y a quelque temps du nouvel iOS d'Apple par le monde de la publicité qui critiquait ces nouvelles dispositions d'accès aux smartphones. Cela nous oblige à nous plonger vraiment dans des questions extrêmement techniques. Comment l'iOS est programmé, comment est-ce que telle ou telle fenêtre apparaîtra sur un smartphone. Donc ça aussi, c'est une révolution pour le régulateur de devoir s'intéresser à des sujets qui peuvent toucher soit des algorithmes, soit des logiciels ou tout type de questions dans le domaine numérique. Donc ça sera, je pense, quelque chose qui devra être poursuivi par mon successeur, qui est de garder cette priorité sur les problématiques numériques nouvelles et aussi d'essayer d'éclairer les gouvernements, car je crois que parfois le législateur ou l'État peut avoir un temps de retard sur l'adaptation du cadre législatif.
Il y a un bon exemple, me semble-t-il, qui est la législation sur l'audiovisuel. On a aujourd'hui une loi de 86 qui est relativement datée en ce qui concerne le contrôle des concentrations. Elle a été faite il y a des décennies et on voit aujourd'hui qu'elle n'est pas forcément adaptée aux grandes recompositions qui se présentent. Donc, qu'adviendra-t-il du sujet des droits voisins? Je ne vais pas faire l'historique de la saga, mais bon, il y a eu 2 décisions de l'autorité importantes. D'abord, une mesure conservatoire adressée à Google pour lui demander de venir à la table de négociation et de négocier de bonne foi avec les éditeurs et agences de presse. Nous avons ensuite été saisis par les éditeurs et agences de presse qui estimaient que le compte n'y était pas et que la négociation n'avait pas été de bonne foi. Nous avons dû aboutir à une 2e décision sanctionnant Google à hauteur de 500 millions d'euros en considérant, au terme d'une analyse extrêmement fouillée, que cette négociation n'avait pas été de bonne foi pour un certain nombre de raisons. Par exemple, le fait que les agences de presse avaient été exclues de la négociation ou encore que seule la presse IPG avait pu avoir accès à cette négociation. Donc je pense que ça illustre un peu ce que nous disions ce matin. La presse IPG a certes une valeur particulière reconnue par le législateur, mais la presse en elle-même a été reconnue par le législateur comme titulaire de ses droits voisins et nous avons considéré qu'il y avait là des enjeux majeurs qui justifiaient une sanction de Google pour non-respect de notre mesure précédente. Alors maintenant, que se passera-t-il? Donc là, je quitterai bientôt mes fonctions et ce dossier, je l'espère, sera suivi de près par celui ou celle qui me remplacera. Je crois que les négociations sont toujours actives. Il y a des accords qui ont déjà été signés par le passé. Peut-être seront-ils revus. Moi, ce que j'espère très honnêtement, c'est que Google, d'un côté, les autres plateformes et les éditeurs et agences de presse reviennent vers la table des négociations, arrivent peut-être en faisant des efforts, notamment sur les rémunérations qui sont proposées, à trouver des accords satisfaisants. Je crois que le cadre de discussion est aujourd'hui clarifié. Chacun sait, en tout cas, c'est ce que nous avons essayé de faire, quelles sont les règles du jeu. Et il faut vraiment avancer à présent pour que voilà, cette loi devienne concrète et que chacun puisse tout simplement tirer le bénéfice qui a été voulu par le législateur européen. Donc, au-delà de cela, je crois qu'il y aura d'autres sujets avec les plateformes. Nous pensons que d'autres outils comme le Digital Markets Act pourront être un renfort dans le fait que l'État soit un régulateur qui ne regarde pas passer ces évolutions, mais qui puisse intervenir très fortement lorsque c'est nécessaire. Pierre, un mot de conclusion en tant que président de l'Alliance de la presse d'information générale sur ce dossier des droits voisins qui peut être. Est-ce que c'est un game changer, pour utiliser un afro-anglicisme? Est-ce que ça peut vraiment changer la donne et est-ce qu'on est vraiment sur le point d'aboutir? Et je te demande de conclure relativement rapidement car nous sommes contraints de respecter des délais. J'aimerais bien qu'on conclue en fait. Moi, j'aimerais bien que ça s'arrête. Et Isabelle et l'autorité de la concurrence nous ont apporté un concours extrêmement important. On l'a sollicité dès le début. Si on rappelle vraiment en 3 mots, c'était quand même surprenant de voir une directive transposée en droit français. C'était le 24 juillet 2019 et 2 ans après, la loi ne vit toujours pas. Donc bon, c'est ça la situation. Il faut faire vivre des lois aujourd'hui face à des acteurs qui sont parfois un peu réticents en fait parce qu'ils veulent échapper à telle ou telle dépense en fait pour eux qui est une rémunération pour les éditeurs, puisque le droit voisin est un droit voisin du droit d'auteur, donc plutôt réservé aux éditeurs, éventuellement en partie aux journalistes aussi. Donc j'aimerais bien qu'il y ait une conclusion, ça c'est la première chose. Deuxièmement, il faut absolument, et c'est là le rôle d'une autorité indépendante et puis le rôle aussi de l'État à travers des lois, il faut organiser au mieux cette nouvelle coexistence entre les contenus et les plateformes. Si on a des contenus merveilleux mais que personne ne les voit ou ne peut y accéder, on aura un problème. Il faut savoir aussi qu'on est devenu en partie dépendant de ces plateformes. C'est une relation non pas de commensalisme, mais c'est une relation bijective. On a des relations les uns avec les autres. Aujourd'hui, 30%, 40% de notre trafic vient des plateformes. C'est pour ça aussi quand on nous dit vous pouvez rester référencé mais renoncer à vos droits, on se sent dans une position de dominer et avec quelqu'un qui exerce un abus à nos yeux de position dominante sur nous. Donc on doit être vu, on doit être trouvé. Quand il y a des modifications d'algorithmes et que tout d'un coup on voit notre audience baisser, on ressent ça de façon très très violente. Après ça revient, mais on est dépendant en fait de ces réglages qui sont faits par d'autres et à d'autres endroits. Donc il faut travailler et continuer à travailler à cette cohabitation là, et puis peut-être ouvrir un autre chantier
et Isabelle de Silva l'a mentionné, et je sais que Jean-Baptiste Gourdin et les équipes de la DGMI qui travaillent, qui est aussi la façon dont, au fond, la publicité va aller s'investir vers différents supports. La presse, elle a perdu 50% de ses revenus publicitaires en 10 ans. Voilà. Il n'y a pas beaucoup d'industries qui perdent 50% d'une source de revenus en 10 ans. Demain, on peut imaginer qu'à l'instar de ce qui a été fait dans le passé avec des jours interdits, avec des secteurs interdits, on puisse trouver une façon d'orienter ou de préserver l'orientation d'une partie de l'investissement publicitaire des annonceurs vers la diversité, vers des contextes de presse d'information en général, ou de presse en général d'ailleurs, c'est vrai, ça peut être élargi, et pas une forme de concentration qui est une forme de simplicité peut-être, de dire on met 87% de la croissance des investissements numériques dans 2 plateformes digitales. C'est peut-être plus facile, mais c'est moins bon pour la diversité. La diversité, je pense qu'on le voit dans d'autres domaines beaucoup plus généraux, et également dans lesquels le groupe Les Échos Parisiens est engagé, la diversité de la planète, des espèces et la responsabilité, la diversité elle doit être maintenue dans les médias aussi. Elle doit être maintenue dans la façon dont on irrigue et on distribue cet investissement publicitaire. Et là, on a besoin de co-responsabilité. C'est-à-dire qu'on retrouve le rôle des annonceurs qui sont aussi responsables et qui ont envie d'avoir face à eux des médias thriving, comme on dirait en anglais, vivants, énergiques, et pas un paysage de désolation ou des contextes très dégradés d'accès à l'information. Merci Pierre, merci à tous les 3 aussi d'avoir participé à cette table ronde. Le temps est passé très très vite, je suis sûr qu'il y avait encore plein d'autres choses à dire, mais le débat va continuer. Je vais maintenant passer la parole à Dominique Seux, mes collègues à la rédaction des Échos, et à Emmanuel Faber, qui est maintenant devenu un activiste du changement dans la filière agroalimentaire. Merci à tous les 4. Dominique. Bonjour à tous, merci David de ce passage de relais. Bonjour à tous, donc je suis Dominique Seux des Échos. Ah, il y a un générique à nouveau qui continue.